Marion, Oui. tu es naturopathe, autrice, podcasteuse, mais avant d'écouter le corps des femmes, tu as d'abord écouté le tien. Il y a quelques années, tu vivais à Paris, tu travaillais dans le marketing, dans un quotidien rythmé, urbain, performant, et puis quelque chose s'est mis à coincer. Le corps qui parle, la fatigue, le cycle qu'on ne comprend pas, cette sensation diffuse de ne plus être tout à fait aligné avec soi. Aujourd'hui, tu vis en Gironde, au cœur des vignes, et tu as fait cette reconnexion au corps, ta vocation. Tu accompagnes les femmes dans leur santé hormonale, leur cycle menstruel, leur fertilité, leur maternité, leur ménopause. Tu t'es formée à la phytothérapie, à l'aromathérapie, à l'observation du cycle, à la micronutrition, aux approches manuelles. Tu animes depuis 2018 le podcast Healthy Living. Tu as écrit Reconnexion au cycle féminin, le livre qui invite chaque femme à réapprendre à vivre avec son cycle en harmonie plutôt qu'en lutte. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas seulement la naturopathe que tu es devenue, c'est le chemin pour y arriver, le cheminement même. Cette bascule entre deux vies, ce moment où on décide de tout réorienter pour se rapprocher de soi, parce que ta reconversion n'a rien d'anecdotique, c'est un vrai cheminement intérieur, celui d'une femme qui a appris à se faire confiance, à ralentir, à se réaccorder au vivant. C'est exactement de cela que parle ce podcast, de ces chemins de traverse, de ces virages qu'on prend par nécessité autant que par désir. Je citerai même Christiane Singer. Ce que depuis toujours nous recherchons dehors veut naître en nous. Marion, bienvenue dans Cheminement. Merci Marguerite, je suis très honorée d'être là. Moi aussi, je suis très heureuse de t'inviter dans ce podcast parce que comme je le disais, Healthy Living, je l'ai découvert sur les plateformes d'écoute, sur Apple Podcast, en faisant ma veille à l'époque où on a créé Cheminement. Et du coup, ce que je te disais en off juste avant, c'est que j'avais retrouvé un article que j'avais écrit de toi. Mais du coup, tu n'étais pas au courant, donc je n'avais pas dû te l'envoyer. Donc, désolée. Et du coup, là, je t'ai montré la page de l'article qui a été publié. Bah, alors, je te rassure, on pourra regarder si tu veux après. Je n'ai dit que des choses positives et vraies. Donc, c'est surtout la preuve que ma veille n'est pas très bien faite. Mais bon. Tu n'as pas de Google Alert sur ton nom? Pourtant, si, mais je crois que le truc a été désactivé. Alors, c'était il y a très longtemps. Donc, peut-être que je l'avais pas encore. Peut-être que tu l'avais pas encore. Du coup, Marion, on te connaît pour Healthy Living, beaucoup. Ouais. Tu as un autre podcast aussi qui s'appelle Healthy Mama. Oui. Mais ce qu'on ne sait pas trop, c'est ta vie d'avant. Du coup, j'aimerais qu'on parle de ça. Est-ce que tu peux nous ramener à ta vie parisienne dans le marketing? C'est rigolo, parce que moi, c'était exactement pareil. Je travaillais dans le marketing avant. À quoi ressemblaient tes journées à l'époque? Ah là là, très différent. Il y a eu plusieurs étapes. Hein. J'ai fait mes études, donc j'habitais en banlieue, j'avais beaucoup de transport, ça me faisait des grosses journées, toujours le stress d'avoir un RER en retard, d'être en retard à tes examens. Enfin voilà, j'étais un peu les doigts dans la prise. Et ensuite, j'ai eu plusieurs postes, donc les premiers qui étaient un peu plus calmes, et puis j'ai atterri un peu par la force des choses dans l'hôtellerie de luxe, à des postes de marketing, donc d'abord marketing digital, puis responsable marketing. Et là, en fait, je pense que le secteur veut beaucoup là-dedans, l'énergie parisienne aussi, etc. Mais en fait, quand on travaille dans l'hôtellerie, on a un bureau qui ferme jamais. Et donc, quand on travaille en plus sur le digital, on est un petit peu la porte d'entrée des clients. Et les clients peuvent être partout dans le monde aussi. Donc, c'est venu avec une espèce d'exigence d'être un peu dispo tout le temps. Et puis mon impression d'arriver dans le secteur du luxe, alors que j'avais pas du tout moi fait des études pour aller dans le luxe. Hein. J'avais travaillé dans l'horlogerie, j'avais travaillé dans le mobilier design aussi, qui étaient des choses qui me plaisaient beaucoup. Et j'avais un peu cette impression de devoir faire mes preuves. J'étais très jeune, j'ai été embauchée là-dedans, je crois que j'avais 24 ans, avec des postes qui étaient ouverts en fait pour intégrer du digital. Donc je devais aussi implanter des nouvelles choses. Donc tu vois, j'arrivais avec quand même une grosse responsabilité sur les épaules. Et donc, je pense que je me suis un peu mise de côté pour répondre à ce qu'on attendait de moi, entre guillemets. Donc, mes journées, elles étaient consacrées à 200% au boulot. J'étais célibataire, j'habitais dans un petit appart à Paris et j'avais alors je faisais plein de choses à côté, je sortais beaucoup avec mes potes, je partais beaucoup en week-end parce que du coup j'avais des moyens financiers qui étaient chouettes aussi pour une femme sans enfant qui est pas encore mère, etc. Donc je travaillais énormément la semaine. Dans mon dernier poste, il m'arrivait d'arriver au boulot à 6h30, 7h parce qu'en fait c'est le moment où il y avait personne, donc je pouvais vraiment bosser. La journée quand il y a plein de gens, t'es beaucoup coupé. Et puis de partir, je me rappelle avec ma collègue qui gérait la presse, faire des délires
Deliveroo sur les coups de 21h, 22h et rentrais chez moi à 23h. Mon appart était un dortoir, quoi. Je faisais tous les repas dehors, j'étais tout le temps à droite à gauche. Le seul truc, c'est que j'aimais bien venir à pied. Donc j'avais un minimum d'exercice physique parce que je faisais quasiment 1h30 de marche par jour. Et c'est le moment où j'écoutais des podcasts, c'est marrant, notamment Génération XX et La Poudre, qui m'ont vraiment... C'était les premiers, Ah ouais, c'était les deux qui m'ont donné envie, moi, de lancer un podcast après. Mais voilà, je bossais non-stop, j'étais dans un milieu qui demande aussi d'avoir une certaine apparence physique. Donc, c'est-à-dire en tailleur, sur des talons, avec les cheveux attachés, parce qu'en plus, les cheveux bouclés, ça fait pas très carré, quoi. Donc, les cheveux bouclés. Pourtant, t'as un carré. Pourtant, j'ai un carré, mais ça, c'est depuis que je suis devenue mère. Mais avant, j'avais les longs cheveux bouclés. J'avais un carré à l'époque aussi. C'est marrant que tu dises ça. J'avais un carré aussi à l'époque. Mais oui, j'ai l'impression que toutes les mères passent par là. Je m'étais dit, non, je vais pas me faire le carré de la daronne. Bah, en fait, si. Voilà. Mais sinon, j'ai plutôt les cheveux très longs et bouclés. Donc voilà, je devais avoir toujours du maquillage, toujours tiré à 4 épingles. Et je me rappelle une anecdote. J'ai des allergies pas mal au printemps. Et donc, j'avais les yeux qui coulaient beaucoup. Donc, j'avais pas mis de mascara ce jour-là. Et on m'a dit, mais tu te rends pas compte, t'as rendez-vous avec la directrice générale, tu peux pas aller en rendez-vous comme ça sans être apprêtée. Donc, tu trouves du mascara ou tu rentres chez toi te pimper. Et je me suis dit, il y a quand même des trucs comme ça qui m'ont fait dire, non, mais là, il y a des trucs pas clean. Enfin, il y a des trucs qui tournent pas rond. Mais voilà à quoi ressemblait mon quotidien. Et même si c'était très, très prenant, moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime les challenges, qui aime être à 200%. J'ai pas trop de juste milieu. C'est soit je suis à 200%, soit je suis complètement à plat. Et donc, ça m'allait d'être dans le challenge tout le temps. Et dans un secteur qui est quand même passionnant. Tu travailles avec des Alain Ducasse, avec des Cédric Grolet, tu travailles avec des gens qui font un métier dont tu n'as jamais entendu parler. Enfin, le stewarding, je ne savais même pas que ça existait, mais c'est tous les gens qui gèrent l'art de la table. Voilà, tu présentes des lieux qui ont été redécorés par Philippe Stark. Enfin, il y a vraiment un espèce de truc de passionné aussi qui fait que t'es porté là-dedans. Mais voilà, la passion et à la fois l'exigence et le quotidien à 200 à l'heure, quoi. Voilà à quoi ça ressemblait un peu mes journées. Et alors, à l'époque, quelle relation t'avais avec ton corps, avec ton énergie, avec ton cycle? Ouais, alors j'ai beaucoup eu le rapport au corps lié à l'apparence. Même avant de travailler dans un métier où tu devais bien présenter. Dans ma famille, il y a toujours eu un truc un peu des régimes à répétition, de traquer le petit truc de gras. Voilà, je voyais ma mère, ma grand-mère qui étaient toujours à faire gaffe à leurs assiettes, à enchaîner les nutritionnistes. On m'a dirigée assez tôt quand même vers des nutritionnistes, etc. Et je pense que en ayant baigné là-dedans assez jeune, j'ai voulu contrôler mon assiette. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire pendant un bon moment. J'ai eu beaucoup de mal à avoir une relation saine et sereine avec mon corps. Et pour ce qui est du cycle, en fait, j'ai eu quelques épisodes ado de règles très douloureuses. Je me rappelle, tu vois, ponctuellement d'avoir été vraiment allongée au sol, mais ça m'a jamais impacté le quotidien. J'ai jamais dû louper l'école à cause de ça. C'était pas un truc chronique qui revenait tout le temps. Et puis j'ai pris la pilule quand j'ai commencé à avoir des relations, etc. Et justement dans cette période d'hôtellerie, de toute façon j'avais plus le temps pour rien, donc en fait j'étais célibataire, j'étais avec personne, et je me suis dit je vais arrêter ma pilule. Et j'avais quelques copines comme ça qui avaient arrêté la pilule pour diverses raisons, et je commençais quand même à m'intéresser. J'ai toujours été très intéressée par la santé. J'ai toujours lu des magazines sur la santé, testé plein de yoga différents. Tu vois, cette espèce de truc de contrôle alimentaire avait évolué en bien sur le fait de prendre soin de soi. J'ai aussi une maman qui m'a toujours emmenée faire des hammams, qui m'a beaucoup parlé des massages, des choses comme ça. Donc il y a eu quand même ce rapport au corps aussi dans ma famille qui était assez ambivalent. Du coup, prendre soin de soi et puis ce côté un peu maltraitant par les régimes. Et puis donc je me suis dit que j'allais arrêter la pilule. Et là, j'ai redécouvert mon corps sans pilule. J'ai eu l'impression un peu de dégonfler, comme si mes tissus étaient plus souples, pas dégonflés en mode perte de poids, parce que de toute façon j'avais perdu un peu de poids sous tout le stress que je vivais à ce moment-là. Mais cette impression que mon corps, comme s'il décompressait un peu, c'est marrant, tu vois, ça a enlevé un peu de tension sous ma peau. Et puis j'ai eu énormément de boutons qui sont apparus, chose que j'avais pas du tout eu à l'adolescence. J'ai jamais eu d'acné, j'ai un petit bouton par-ci par-là, mais que je peux encore avoir aujourd'hui, tu vois, il y a rien eu de terrible. Mais là, des poussées d'acné et puis des règles douloureuses qui commençaient à devenir un peu plus légion. Et à ce moment-là, j'avais une des filles qui travaillait avec moi qui m'avait parlé de sa belle-sœur qui était naturopathe. Je me suis dit, je sais pas ce que c'est ce truc. Il y avait une ou deux blogueuses qui avaient fait des articles là-dessus. Et je me suis dit, il y a le mot
nature, ça doit être un peu sain, un peu naturel, je vais tester. Et en fait, c'est là que j'ai vraiment mis le doigt dans un espèce d'engrenage de reconnexion à soi, d'écoute de son corps. Je pense que ma naturopathe de l'époque, elle devait dire, non mais elle est à des soirées, des vernissages, des machins, elle boit du champagne quasi tous les soirs, cette fille, elle a toujours un peu de sucré. Puis moi, dans mes rendez-vous pro, en fait, tu devais aussi manger un petit peu comme la personne. Donc si t'as un rendez-vous pro dans un restaurant gastro, bah tu manges le truc, quoi. Quand tu fais des rendez-vous pour faire découvrir la bûche de Noël, bah en fait, pendant un mois, tu manges de la bûche de Noël quasiment tous les jours. Donc il y avait ce truc où j'étais pas du tout dans un mode de vie très naturel, mais ça me faisait envie, tout ce qu'elle me disait. Et petit à petit, j'ai commencé à faire plus attention, à prendre des compléments alimentaires. Je me rappelle de ses yeux quand je lui ai dit que je mangeais du sucre tous les jours. Elle était là, mais ça va pas du tout. Et moi, je voyais pas comment je pouvais faire autrement. Et j'avais très envie d'en savoir plus et de savoir comment elle vivait, parce que comment elle pouvait avoir un mode de vie aussi sain, alors que moi, ma vie, c'était d'être toujours en train de courir, d'avoir jamais le temps de rien. Enfin, tu vois, il y avait un espèce de deux mondes qui se rencontraient. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à mon corps. Mais même dans ce cadre-là, on me disait beaucoup, oui, bah les règles douloureuses. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de courant, il faut se reposer, il faut faire la sieste. Et moi, j'étais là, non, mais faire la sieste, impossible, je vois pas comment. Même mes week-ends, en fait, j'enchaînais un café avec une copine, un verre avec une autre, j'avais un vrai FOMO, quoi. Vraiment, vraiment. Et donc, voilà comment je m'entendais avec mon corps, c'était pas vraiment autant un sujet qu'aujourd'hui. Il y avait des trucs qui me dérangeaient, j'essayais de trouver des solutions, mais j'étais pas dans une capacité à être non plus complètement à son écoute parce que j'avais pas le temps vraiment. Voilà, c'était cette espèce d'ambivalence. En fait, il y a eu comme un glissement. C'est pas arrivé du jour au lendemain à l'écoute de moi, même s'il y a eu un burn-out qui m'a fait vraiment relativiser et complètement changer les choses. Je crois qu'avant que ce burn-out naisse, il y avait déjà dans mon cerveau un truc en train de germer sur un changement de vie, sur une formation en naturo. De toute façon, avant d'être en arrêt, j'avais déjà postulé pour être inscrite en naturo. Enfin, tu vois, il y avait vraiment comme un glissement. On entend souvent des trucs radicaux, etc. Moi, non, ça a vraiment été un glissement, quoi. Un cheminement, finalement. Exactement, un cheminement. Ouais, en fait, du coup, déjà, à l'époque, tu continuais à avoir cette vie, mais tu sentais qu'il y avait un truc qui faisait que t'étais pas satisfaite, quoi. Ouais. Tu vois, je me rappelle d'un truc dans mon dernier post qui m'agaçait, c'était de devoir manger ce qu'il y avait à la cantine. Et moi, j'avais envie de manger des trucs que j'avais décidé qui étaient sains, qui étaient bons pour moi, tu vois. Ça, c'était un des premiers trucs. Il y a eu cette espèce de truc de liberté aussi. J'étais très amie avec beaucoup de femmes qui étaient journalistes, influenceuses. Moi, je travaillais beaucoup avec elles en marketing digital. Et elles pouvaient gérer leur emploi du temps. Enfin, moi, en fait, je devais vraiment faire du présentéisme. Alors, en fait, je bossais tout le temps, même les week-ends. Parfois, je devais organiser des photoshoots le week-end. Et je sens que j'ai commencé, je me rappelle une fois, j'ai dit à ma boss, en fait, j'ai bossé tout le week-end, donc je peux pas être lundi matin, 8h, en train d'organiser un truc, alors que j'ai déjà bossé tout le week-end. Et je sentais que ça grinçait des dents de son côté, que c'était pas du tout bien pris que je dise non, que je pose une limite. Voilà, à la cantine, j'avais envie de manger des choses qui me faisaient plaisir, qui étaient saines pour moi. J'avais pas envie d'aller manger ce qui était obligatoire à la cantine, mais parfois j'avais pas le droit de sortir de l'établissement parce qu'il fallait que je sois joignable sur mon petit téléphone. Et en fait, c'est plus le côté liberté qui a réveillé un genre de, entre gros guillemets, rébellion, parce qu'en fait, pour moi, c'est juste... C'est exactement le mot que j'avais en tête. Bah oui, mais en fait, je veux dire, c'est juste la base de pouvoir te lever d'une réunion si t'as besoin d'aller faire pipi ou manger ce qui est bon pour ton corps. Enfin, je veux dire, je trouve même pas que ce soit une rébellion, c'est genre un basique de vie. Aujourd'hui, pour moi, ça me semble inadmissible qu'on n'autorise pas. C'est vrai que quand t'es dans ce moule, quoi. Dans cette configuration, ce que tu dis, ça me fait penser. Moi, le jour où j'ai quitté mon CDI, et en fait, je pense que c'est une question de personnalité, d'éducation et tout ça, donc je parle juste pour moi, mais je plaisante souvent là-dessus en disant, moi j'étais très obéissante petite fille, tu vois. Et en fait, je viens d'une famille où il y a ça, t'as le droit, ça, t'as pas le droit. Ouais. Et en fait, t'as pas le droit de quitter ton CDI. Mais tu sais pas pourquoi. Ça. Ouais. Et du coup, quand je l'ai quitté, ma mère était là, mais non, mais t'as pas le droit. Déjà, le marketing, c'était déjà un métier un peu étonnant. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, c'était déjà un métier un peu, c'était pas forcément la voie privilégiée, quoi. Donc déjà, quand je suis partie dans le marketing, à faire des choses comme ça, puis marketing digital, c'était encore un peu récent. Donc mes parents m'ont soutenue, tu vois, mais je sentais que je faisais un truc un peu, j'étais déjà un peu outsider. Ouais. Puis alors, je te raconte pas, quand j'ai tout arrêté pour devenir naturopathe, là, c'est pas tellement ma famille, c'est mon milieu dans lequel j'évoluais, tout le monde était là. Okay. Oui, c'est un peu l'équivalent d'aller élever des chèvres dans l'arbre. Oui, presque, ouais, c'était presque ça. J'étais presque aussi extrême que ça. Alors qu'au final, j'élève pas des chèvres, mais je suis quand même en race campagne. Ouais. Enfin, tu vois. Oui, mais alors que finalement, t'as juste eu envie d'une vie, tu vois, plus proche de la nature et tout. Enfin, c'est vachement dans l'air du temps. En fait, t'étais un peu en avance peut-être sur l'époque, mais ça, aujourd'hui, on tombe pas de notre chaise quand on entend qu'elle a voulu une vie plus saine.
non. Aujourd'hui, non, mais à l'époque, c'était étonnant, en tout cas dans le milieu dans lequel j'évoluais. Et ça a demandé, je crois, une grosse part de rébellion et de confiance en soi, qui est pas évidente, avec évidemment ce que ça comporte de gros moments de découragement, de gros moments de doute, de sensations de rejet aussi. Tu vois, de plus appartenir. T'appartiens plus au même monde, en fait, quand t'es naturopathe au milieu des vignes et quand tu as dans ta signature d'email les noms de palaces parisiens, à pouvoir contacter à peu près qui tu veux, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir. J'avais le numéro de téléphone de personnalité. J'ai changé avec plein de gens. J'avais la facilité de pouvoir contacter des gens qui m'inspiraient. Et voilà. Alors le gap s'est pas fait aussi rapidement, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu lancer le podcast. Déjà pour décrypter, pouvoir partager avec ce monde-là tous les trucs du bien-être que moi je découvrais, mais que ces personnes n'avaient pas conscience que ça existait. Et aussi pour pouvoir garder un contact avec des personnes qui m'inspiraient. Tu vois, moi j'avais envie de pouvoir contacter telle personne et dire en fait ce que tu fais, je trouve ça hyper inspirant. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Est-ce qu'on peut en parler derrière un micro? Alors que quand j'étais dans l'hôtellerie de luxe, je pouvais facilement contacter une journaliste, une influenceuse, un artiste. Tu vois, en plus je travaillais pour différents hôtels avec différentes imprégnations, plus artistique, plus mode. Donc en fait, j'avais cette espèce de richesse relationnelle que je voulais pas perdre en devenant toute seule dans mon cabinet la petite naturopathe. Donc c'est aussi ce qui a fait que le podcast a été un pont en fait entre mes deux vies, vraiment. J'anticipe mes questions avec une fluidité, une facilité. Citation de Marie-Olivier: dis-moi, que comptes-tu faire de ta vie, cette vie unique, sauvage et précieuse? Est-ce que tu dirais que c'est ton corps qui a pris la décision avant ta tête? Ouais, je pense qu'il m'a drivé. Alors, comme je te disais, la tête, elle avait déjà un peu décidé. Moi, je suis quelqu'un de très cérébral. J'ai malheureusement un cerveau trop accroché. J'aimerais bien parfois le lâcher et revenir plus dans le corps. J'y travaille, mais tu vois, c'est pas acquis non plus, hein. Donc ma tête, elle avait conscientisé qu'il y avait plein d'infos intéressantes sur la santé, que je pouvais pas. En fait, à force de voir cette naturopathe, là, je me suis dit mais c'est pas possible. À chaque fois, elle me conseille un truc, j'ai l'impression de bien faire. Puis quand je lui dis ce que j'ai fait, en fait, j'ai pas tout à fait ce qu'il fallait. Et je me dis, il y a quoi, par exemple? Je sais pas, elle me donnait des choses, par exemple, un exemple qui me vient, elle me donnait des conseils alimentaires qui étaient pas évidents à tenir puisque j'étais obligée de bouffer ce qu'il y avait à la cantine, par exemple. Et moi, du coup, je me suis mise à acheter en magasin bio et à me dire, ah tiens, je vais tester du tofu, des trucs comme ça. Et quand je lui en ai parlé, elle me dit, oui, le tofu, mais attention, en fait, c'est bien d'en manger un peu, mais en fait, et en fait, il y a une problématique d'OGM, alors qu'il y a moins, aujourd'hui c'est quand même contrôlé, mais voilà, il y a une problématique de lien avec les hormones et les phytoestrogènes. Et donc, elle me met tout ça sur la table et je me dis, purée, j'avais l'impression de faire bien. J'achetais du tofu en magasin bio, comme aussi les trucs qu'on voyait à l'époque, hein. On commençait à parler du tofu, le matcha, c'était encore complètement anecdotique. Et voilà, j'avais l'impression de jamais avoir assez de connaissances. Et moi, je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup besoin de bien faire et d'être reconnue parce qu'elle fait bien. La petite fille sage dont on parlait tout à l'heure est bien élevée. Mais j'ai aussi besoin de tout comprendre et de prendre mes propres décisions. Et donc, je me suis dit, il faut que j'en sache plus parce que c'est pas possible de pas savoir ce dont mon corps a besoin et de même pas savoir comment un corps fonctionne, tu vois. Mais j'aurais peut-être pas eu ces questionnements-là si mon corps n'avait pas commencé à grincer à droite à gauche. Il y a eu la peau et puis après, il y a eu beaucoup de difficultés digestives aussi. J'avais cette sensation quand je suis allée voir cette naturopathe pour la première fois, je lui ai dit, j'ai l'impression que mon ventre fait plus partie de mon corps. Il était toujours un peu gonflé. Et puis, je sais pas, je sentais plus. Enfin, comme s'il y avait une petite boule qui s'était mise là, très certainement de stress, hein. Et donc, on a beaucoup bossé sur ça. Puis, j'ai commencé à tomber malade tout le temps. Bizarrement, hein, toujours des angines. Extinction de voix, choses comme ça. Et c'est bizarre, quand on se met à faire du podcast après, on a besoin qu'on nous entende. Et il y a vraiment un lien aussi émotionnel, hein, avec toute cette sphère de la gorge que j'explore même encore aujourd'hui. Donc, ouais, je pense que c'est d'abord le corps, mais que la tête, elle avait bien maturé son truc aussi. Sinon, il y a un moment où ça aurait pas connecté, quoi. Comment t'es passé justement, et j'aimerais juste que tu dises avec tes mots ce que tu penses qui s'est passé à ce moment-là, parce que c'est hyper révélateur. Enfin, en fait, on a l'impression que tu retiens tout et que tu tiens malgré la fatigue, le stress, les multiples obstacles qu'on te met dans ton travail, les horaires intenables et tout ça. Et quand tu commences à lâcher un petit peu, tu tombes malade, t'as mal au ventre et tout ça. Et puis finalement, tu t'es guéri, mais juste à ce moment-là, qu'est-ce que tu penses qui se passe en fait ?
Dans mon corps ou dans ma tête, ou les deux? Bah, les deux ensemble. Ouais. En fait, je pense que le système nerveux est très très puissant et c'est un peu le mal de notre époque et il a un impact sur tout. Donc quand on est stressé, ça va perturber la digestion. C'est marrant parce qu'en consultation, je passe mon temps à dire ça, que s'il y a des clientes qui m'écoutent, elles vont se dire oh, elle radote vraiment. En fait, le système nerveux, il est fait pour nous sauver la peau. Si on reprend l'époque de la préhistoire, par exemple, te sauver la peau, ça veut dire échapper aux griffes d'un tigre, tu vois, ça veut dire te mettre en sécurité. Or, aujourd'hui, on est stressé pour un mail, une réunion, un projet, enfin, tu vois, des trucs, rater le bus, enfin, des choses qui sont pas du tout vitales. Sauf que le corps, il a pas évolué aussi vite que notre environnement, et donc pour lui, si on est stressé, c'est qu'il y a un danger de mort. Et donc, il y a plusieurs choses qui se modifient dans le corps. La circulation sanguine va s'épaissir pour que si jamais on est blessé au combat, on perde pas tout notre sang et qu'on fasse pas une hémorragie. Le sang va rester vraiment près des organes vitaux. Donc, on peut avoir les mains et les pieds très froids parce qu'on a moins de sang, parce que si tu te blesses, il y a plus de chances que tu sois blessé aux membres qu'aux organes vitaux. Le péristaltisme intestinal va se bloquer parce qu'en fait, tu peux pas avoir besoin d'aller à la selle si tu es en plein combat. Donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et je me rendais compte, j'avais toujours les mains gelées, même en plein été. J'avais le ventre, je digérais plus du tout. Le moindre truc que je mangeais passait mal. J'étais en mode survie complètement. Et ça, en fait, ce système nerveux, juste pour récapituler en quelques mots, il va aussi créer un fameux mode survie dont tu parles, qui va énormément inflammer le corps. Et l'inflammation, c'est un des lits pour le développement des déséquilibres hormonaux et de l'endométriose notamment, qu'on m'a diagnostiqué des années après. Et donc, je pense que tout ça était en train de se dérégler. En fait, comme j'étais tellement stressée, je digérais pas. Quand on digère pas bien, on peut pas avoir un bon équilibre hormonal. Donc, la peau, elle est le reflet de ce qui se passe aussi au niveau de l'intestin. Donc, j'avais plein de boutons. J'arrivais pas à récupérer. Et je me rappelle, à chaque fois que je retrouvais des potes ou des gens, ça va, ouais, je suis fatiguée. Et j'en pouvais plus de moi de dire je suis fatiguée. Et c'est un truc qui m'est revenu avec la maternité, de me dire non, mais j'en peux plus de me définir sous je suis fatiguée. En fait, je suis tout le temps fatiguée quand je bosse trop, ou je suis tout le temps fatiguée quand je dors pas, mais je ne veux pas être cette personne tout le temps fatiguée parce qu'en fait, comme le dit ta citation, mais la vie, elle passe où si on passe notre temps à courir et être fatigué, quoi. Donc voilà ce qui se passait dans mon corps et dans ma tête. Il y a un truc assez marquant, c'est que j'ai travaillé pour la réouverture d'un palace à Paris. Donc c'est marrant, ça a duré. J'ai été embauchée 9 mois avant la date d'ouverture. Et donc moi, en tant que responsable marketing, j'avais le rôle de créer beaucoup de choses pour l'ouverture. Tout ce qui est les menus des restaurants, toute la papeterie, tous les outils où il y avait le logo dessus. J'ai beaucoup travaillé sur le site internet aussi, préparé la communication, le teasing, un petit peu de communication, etc. Et donc moi, je suis vraiment quelqu'un, comme je te disais, qui adore les challenges. Et j'avais ce challenge, j'avais cette date, début juillet, d'ouverture de l'hôtel, où je mettais tout à fond. Et pour moi, après, il y avait besoin d'un relâchement, en fait, parce que j'avais bossé quasi nuit et jour, week-end, machin, comme une folle. Et en fait, le problème, c'est que le moment où moi, j'étais prête à relâcher, parce que j'avais, entre guillemets, livré tous mes livrables, c'est le moment où la vraie vie commençait, puisque l'hôtel ouvrait, qu'on accueillait des clients. Et même si moi, j'étais pas en front row et que je travaillais en back-office, en fait, il y avait encore plein d'ajustements à faire, parce que tout ce qu'on avait créé pour cette ouverture allait vraiment vivre entre les mains des gens et on allait voir tous les ajustements. Et là, on m'a redemandé, en fait, de rester aussi impliquée qu'avant, parce que c'est le moment où on est passé, je sais pas, peut-être une cinquantaine dans l'équipe à des centaines, et où en fait on allait vraiment se mettre en fonctionnement. Et moi là, c'était plus possible. Et le fait de pas me sentir soutenue dans ce besoin de retrouver un rythme de vie normal, tu vois, j'avais eu un rendez-vous lunaire avec la DRH de l'époque qui m'avait dit mais en fait c'est pas possible de partir à des heures comme ça, tu démotives tes équipes. Je partais à 19h, enfin j'avais fait des horaires normaux, et je me rappelle être rentrée en colère aussi avec ce qu'elle me disait, de dire mais c'est un moment, c'est plus normal. Et donc là, je sentais que mon corps avait besoin de ralentir. Et comme on me soutenait pas là-dedans, je me suis sentie comme, si on extrapole, pas aimée, pas soutenue, pas, tu vois, dans cette espèce de truc de rejet. Et là, du coup, ça a été vraiment le côté émotionnel a été le point final, parce que j'ai appris qu'on essayait de me diriger vers la sortie parce que j'étais plus assez modulable, assez machin. Et ça, j'ai trouvé ça très dur, très très dur. Et c'est là que, en fait, le côté manque de soutien, manque de confiance, etc. Là, ça m'a fait lâcher complètement. Donc tu vois, c'est la tête encore une fois. Le corps, il aurait peut-être pu continuer à tenir, mais la tête, le manque de soutien, ça a plus été possible, quoi. Le choix des mots est important. Ton livre s'appelle Reconnexion au cycle féminin. Ouais. Pourquoi ce mot reconnexion? De quoi on est déconnecté? Tu vas trouver ça drôle parce que normalement, il s'appelait pas comme ça. Ah bon? Ouais, il s'appelait La magie des cycles féminins. Et on a lancé une précommande un bon mois avant. Et la veille ou 2 jours avant la date de sortie officielle, j'ai reçu un courrier de mise en demeure d'un autre éditeur
qui trouvaient que c'était trop proche d'un de leurs titres. À juste titre, c'était très proche. Et voilà, c'est un truc qui est un peu passé entre les mailles du filet. Et donc, on a dû arrêter la commercialisation du livre au moment où il allait sortir pour changer le titre et pour réimprimer des jaquettes à mettre sur tous les livres. Donc, tu vois, c'est bien de dire la vraie vie parce qu'en vrai, c'est génial, elle a sorti un livre, ça marche. Ouais, mais voilà, à 2 jours de la sortie, en plus, tu reçois, toi, l'auteur, la mise en demeure, alors qu'en réalité, c'est un truc qui est géré par l'éditeur. Donc, c'est un peu... Tu te prends ça dans les dents et tu dis purée, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et en plus, je trouve que, enfin, je sais pas si toi ça te l'avait fait, mais moi quand j'ai appris que j'allais publier un livre, ce qui était genre un de mes rêves les plus fous. Moi aussi. J'avais en fait, je n'osais pas en parler. Parce que j'avais peur qu'au dernier moment, ils me disent en fait non, on annule tout. Et du coup, toi, t'as dû être bien affectée parce que enfin, ça se concrétise. Mais surtout, je les avais reçus. J'ai plus rien à faire. J'avais reçu les colis chez moi. Enfin, je les avais en fait. Je les avais reçus. C'était le moment où j'allais les envoyer parce que j'en avais vendu en direct sur mon site en pré-vente. Donc c'était panique à bord. Et puis cette espèce de truc de en fait c'est pas bien ce que j'ai fait, c'est pas assez légitime. On me tire un peu dans les pattes. Il y a aussi ce truc beaucoup quand on est naturopathe, on fait toujours attention. En tout cas, on nous apprend à faire attention aux mots qu'on choisit, à pas faire de médecine déloyale, ce qui est tout à fait légitime. Mais on a toujours un peu justement ce truc de légitimité, qui est très féminin, qui est très entrepreneurial aussi, mais qui plus est quand on est dans des métiers alternatifs comme ça. Et là, le fait que le titre soit changé, je me suis dit, c'est pas assez bien. Voilà, je suis pas assez. Mon titre, il est pas ok parce qu'il est déjà pris par quelqu'un d'autre. Tu sais, il y a toujours ce truc de, c'est pas assez bien. Et surtout, avec l'éditeur, on a passé des heures et des heures à rechercher des titres, à changer la couverture, à réfléchir. Est-ce qu'on se bat? Parce qu'en réalité, on aurait pu monter au créneau et mon livre avait déjà été plus vendu que le livre initial. Est-ce qu'on peut monter au créneau? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Et puis finalement, l'éditeur a pas choisi cette voie. Et donc, on a réimprimé des jaquettes et on a dû en fait perdre 1 mois de vente au moment de sa sortie. Et ça te met vraiment des bâtons dans les roues. Et comme tu dis, c'est une montagne russe émotionnelle. Et pourquoi reconnaître? Ça a été pas mal d'échanges. On a eu du mal, en fait, quand t'es parti sur une idée de titre, c'est difficile de passer à autre chose. Et pourquoi reconnecter? Parce que j'ai l'impression que c'est en fait un savoir ancestral. J'en parle, c'est l'introduction de mon livre, de savoir comment les cycles menstruels sont vécus dans d'autres pays et à d'autres époques. Et pourquoi aujourd'hui on nous a déconnectés? Si on doit choisir un mot pour répondre, c'est le patriarcat, clairement. Et c'est pas une connexion, c'est une reconnexion parce que les femmes avant nous, elles ont toujours su. Et quand tu regardes le lien entre le cycle lunaire et le cycle menstruel, quand tu regardes les traditions dans d'autres pays, tu te dis mais à quel moment ça a coupé chez nous? Alors il y a eu les chasses aux sorcières, il y a eu toute cette époque-là, et donc c'est comme une réparation pour les femmes d'aujourd'hui et nos mères, parce que ça parle aussi de la ménopause. Et il y a plein de femmes qui l'ont lu, qui m'ont dit en fait aujourd'hui je suis ménopausée, j'aurais aimé savoir avant, mieux vaut tard que jamais. Et c'est pour ça que dans le livre, on parle aussi de la puberté, de la ménopause pour englober toute cette période de vie. Et c'est comme une réparation à nos générations là contemporaines qui n'ont pas eu accès à ces infos, même si paraît-il, on l'a vu en cours de sciences. Tu vois que ça n'a pas été forcément bien présenté. Et pourtant, c'est un cadeau d'avoir un cycle menstruel, même si je sais qu'il y a des femmes aujourd'hui encore qui ne le vivent pas comme un cadeau, parce que ça peut être douloureux, parce que pour plein de raisons. Mais en réalité, c'est un cadeau qu'on a parce que c'est ce qui permet que n'importe quel être humain soit sur Terre aujourd'hui. C'est quand même assez magique, qu'on veuille ou pas des enfants, c'est quand même assez magique d'avoir un corps qui sait faire ça. Et c'est quand même dingue de pouvoir surfer sur différentes facettes de notre personnalité, différentes hormones qui nous apportent différentes choses. Ce qui est problématique, c'est qu'on est dans un monde très linéaire, basé sur le fonctionnement des hommes, qui eux sont toujours à la même stabilité. Et tant mieux, c'est très bien qu'il y ait une partie de la population qui soit comme ça. Mais nous, on nous voit un peu comme des hystériques. D'ailleurs, ce mot vient de la utérus, de la source du mot utérus. Et alors que c'est un cadeau. Et donc, c'est cette idée de remettre un peu je pense que dans Reconnexion, vraiment, il y a ce côté de réparation. Je pense que c'est pour ça que ça a été choisi aussi, inconsciemment. En fait, ce que tu me dis, ça me fait penser les assises de la santé des femmes ont été organisées par le Conseil régional d'Île-de-France il y a le mois dernier, donc en mai. Et j'ai pu assister à l'événement le matin uniquement, parce que l'après-midi, je vais m'occuper de mon fils. Et j'ai été vraiment subjuguée par l'introduction où il y a en fait tous ces professeurs de médecine qui sont venus parler de la santé des femmes. Et l'une d'elles disait en fait que on le sait, mais c'est vrai que ça fait toujours moi ça me procure toujours beaucoup d'émotions d'entendre ça de la part de professeurs de médecine, que à quel point on ne savait quasiment
on savait encore que très peu de choses de la santé des femmes, et notamment sur des sujets comme ce qui se passe pendant la grossesse, dans le corps, ce qui se passe dans le corps pendant l'allaitement, et qui est fascinant en plus, qui est absolument fascinant parce que, et bon, ça je sais que tu le sais, mais pour les auditrices qui le savent peut-être pas. Alors encore une fois, c'est pas pour faire un discours pro-allaitement. Moi, je veux que les femmes fassent ce qu'elles veulent, mais c'est vrai que moi, je me suis retrouvée là-dedans un peu par hasard et j'ai appris que, tu vois, là aujourd'hui, c'est la fin du monde à Bordeaux. Il va faire 40 degrés, donc dès qu'on va quitter le studio, on va rentrer chez soi et on va aller au frais. En fait, le lait maternel s'adapte aux fortes chaleurs et devient beaucoup plus hydratant pour les enfants. Et donc il y a plein de choses comme ça. Même les anticorps, enfin c'est fou de se dire que ton bébé est malade, mais ton corps il a déjà créé le médicament, quoi. Le téton analyse la salive et met à jour le lait pour guérir le bébé. Non mais c'est fou. Et donc non mais enfin c'était juste pour aller dans ton sens aussi, mais c'est vrai que moi ces choses-là par exemple je le dis à ma mère, elle me dit ah bon c'est vrai. C'est fou quand même qu'on ne sache pas. Enfin ma mère qui a presque 70 ans, surtout qu'il y a eu 4 enfants, donc elle a 4 enfants, qui a allaité, où tu te dis bah attends elle le sait, c'est quand même fou de pas connaître son propre corps, quoi. Mais je pense qu'il y a un truc très intuitif chez les générations d'avant, elles faisaient. Et que nous, aujourd'hui, on a la science qui nous le prouve. Et c'est peut-être ça qu'on leur apporte. Et je trouve ça très beau. Alors, moi, j'ai vécu ça comme un vrai challenge pour notre génération, de devoir aussi informer les générations précédentes de ce qu'on sait aujourd'hui sur les neurosciences, sur l'enfant, sur le corps, sur tout ça. C'est comme nous, si on faisait le pont entre nos enfants, on veut leur transmettre ce qu'on sait aujourd'hui. Et puis, on est aussi obligé d'informer nos parents, nos mères qui n'ont pas su toutes ces infos-là. Et à la fois, je trouve ça magnifique de pouvoir, on descend d'elles et on va pouvoir leur redonner aussi un peu de savoir que nous, on a à notre époque. Je nous vois vraiment notre génération comme un pont entre les deux. Et je pense qu'il y a ce truc-là aussi dans le travail que je fais, et certainement dans le travail que tu fais aussi, de pouvoir transmettre ces connaissances et accompagner du mieux possible, quoi. Ouais, ces connaissances enfin, comme tu disais, c'est quand même mieux de comprendre les choses. On retient mieux. Et après, je pense qu'on est hyper nombreuses à avoir cette nécessité de devoir comprendre pour pouvoir, avant de faire. Et c'est ce qui va faire bouger la société aussi. Quand on sait que le cerveau d'une femme est modifié jusqu'à des années après une grossesse, et à 2 mois, on leur demande de refaire la même chose qu'avant. Le cerveau n'est plus le même. Enfin, donc j'espère qu'à terme, on va faire bouger les choses. Ouais. Et sur ce que tu dis sur le cycle, et pour revenir au sujet dont on était en train de parler précisément, toi, ce que tu dis, c'est plutôt que de le subir, essayer de le vivre. J'ai appris récemment que c'est vrai que finalement, alors dans la mesure du possible, mais étant donné que l'état de notre corps va changer, on pourrait, pourquoi pas, peut-être adapter les activités qu'on fait en fonction de la phase où on en est dans le cycle. Donc j'ai appris ça, je dis bah oui, c'est vrai que ça pourrait être bien. Qu'est-ce que ça change concrètement de réapprendre à écouter notre cycle ? En fait, ça permet de pas être en lutte. Et quand on est en lutte, on est dans ce fameux mode survie qui nous détruit le corps. Donc, c'est important déjà de savoir ce qui se passe dans le corps. Il y a des femmes qui sont sous pilule continue, du coup, elles savent pas du tout ce qui se passe. Il y a des femmes qui ont beau avoir des cycles naturels, parce que ce qu'on dit pas aussi, c'est quand on est sous une contraception hormonale, que ce soit un stérilet, un implant, une pilule, on n'a plus nos hormones naturelles, elles sont bloquées. Donc, en fait, on est très nombreuses à avoir passé des années là-dessous et à pas s'être posé de questions. Aujourd'hui, on est quand même dans une période où les femmes de plus en plus ont envie de comprendre leur corps, comme tu disais, et donc délaissent un tout petit peu ces contraceptions-là pour aller vers d'autres choses, ce qui doit être encadré aussi. L'idée, c'est pas de faire n'importe quoi, et regardez bien les tableaux de fiabilité de la contraception. Mais du coup, le fait de se libérer un petit peu des hormones de synthèse, ce qui se fait plus dans notre génération, on découvre notre cycle naturel. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il y a des moments du mois où on est hyper dynamique, où on a envie d'aller tester ce cours de Zumba, où on a envie de voir du monde. Il y a des moments où on se sent magnifique, la peau hyper repulpée, les beaux cheveux. Et il y a des moments où on a envie de croupir au fond de notre appart parce qu'on a l'impression que tout est nul. Il y a des femmes qui me disent « Mais moi, j'ai envie de quitter mon mari tous les mois quand j'arrive en phase lutéale. » Mais ça, si on t'explique pas comment, pourquoi, quelle hormone,
Qu'est-ce que ça veut dire de ton équilibre hormonal? Parce que c'est pas normal de vivre un SPM carabiné, c'est pas normal d'avoir des douleurs de règles. Ce qu'on nous a toujours dit, ah oui, c'est les problèmes de femmes. Non, déjà, c'est jamais un problème de femmes, c'est un problème d'humanité. Enfin, je veux dire, si les femmes n'ont pas leur cycle, il y a personne qui naît sur cette planète. Donc, c'est un problème de tout le monde, en réalité. Et pourquoi on se sent pas bien, en fait, quand on comprend pas pourquoi on vit ces variations? Et c'est un tel cadeau de savoir que les œstrogènes augmentent. Les œstrogènes, ça joue sur le collagène de la peau, ça joue sur les cheveux, ça joue sur notre énergie, sur notre circulation sanguine, etc. Et puis la progestérone, après, elle va nous ralentir, certes, mais elle va aussi nous apporter un côté créatif. La progestérone, dans sa forme moléculaire, c'est très proche d'un antidépresseur. C'est impressionnant, en fait, d'avoir tout ça. Et donc, si on comprend, ça nous donne énormément de pouvoir aussi. Et donc, pourquoi pas, même si je veux pas que ce soit une injonction, il y a des femmes qui ont la même énergie tout le temps, mais pourquoi pas aller faire un truc hyper cardio avec plein de gens quand t'as la pêche et que t'es sous tes œstrogènes, et aller faire un truc peut-être plus doux, peut-être plus dans de la muscu, peut-être plus en intériorité, quand t'es dans ta phase lutéale. Pourquoi pas faire des gros festivals de musique quand t'es dans ta phase œstrogénique et faire une poterie dans un café de céramique, tu vois. Alors évidemment, c'est compliqué d'aller à ce point-là, même s'il y a des femmes qui en sont là. Moi, je veux que chaque femme, elle puisse faire comme elle veut, mais qu'elle ait les connaissances. Et après, elle agit. Et moi, je vais pas adapter ma pratique sportive ou mon machin forcément à la phase de mon cycle. Mais par contre, il y a des moments où je vais être plus indulgente avec moi-même. Il y a des moments où je vais pas hésiter à annuler une sortie parce qu'en fait, je sens que j'ai pas la pêche et que le seul truc que j'ai envie, c'est d'être tranquille dans mon lit, à me faire un petit automassage du ventre. Donc voilà, c'est aussi donner le pouvoir aux femmes d'avoir cette connaissance, quoi. Justement, sur exactement tout ce que tu dis, je l'illustre avec une citation. Le cycle menstruel gouverne non seulement le flux des fluides, mais aussi celui de l'information et de la créativité. Est-ce que tu vois chez les femmes que tu accompagnes ce moment où elles se réapproprient quelque chose qui leur appartenait depuis toujours? Ouais, c'est fou. J'ai l'impression, je dis souvent cette image, j'ai l'impression que les femmes, certaines, la plupart, elles sont en train d'éclore sous mes yeux. Tu sais, comme si on leur redonnait une espèce de petite boule de lumière, là. Et il y en a, c'est devenu j'en ai quelques-unes en tête, là, je pense fort à elles se reconnaîtront peut-être. Il y en a, c'est devenu des geeks du cycle menstruel. Elles sont pires que moi. Parce que tu l'as dit en introduction, moi, je suis formée je forme à la symptothermie, qui est une méthode d'observation du cycle qu'on peut utiliser en contraception et aussi pour aider à la procréation. C'est quand même fou de voir les résultats quand les femmes savent identifier leur fenêtre fertile, avoir des rapports au bon moment et optimiser leurs chances de tomber enceinte. C'est quand même dingue qu'on nous transmette pas ça avant de nous envoyer en parcours PMA ou faire des analyses pas possibles. Et pas pour la contraception, c'est quelque chose qui nécessite d'être vraiment très bien formé, etc. Mais moi, dans mes accompagnements, j'accompagne souvent avec ça, en apprenant aux femmes, ne serait-ce qu'à observer la glaire cervicale qu'elles peuvent avoir, à bien noter les jours de glaire cervicale, les jours de règles, noter leurs ressentis. Et rien que ça les oblige tous les soirs à se demander comment s'est passée leur journée. Est-ce que j'ai eu des maux de tête? Est-ce que j'ai eu plus d'appétit? Est-ce que je me suis sentie ballonnée? Est-ce que j'étais plus fatiguée? Mais jamais on prend le temps de se demander comment nous on va vraiment. Et ça, c'est hyper utile parce que du coup, quand tu comprends ça, tu sais exactement où tu en es, tu comprends le petit bouton qui apparaît, le mal de ventre, le machin. Ça te permet de pas te sentir comme un gros caca qui va pas bien. Ça te permet de pas te sentir démunie et aussi d'avoir des outils à mettre en place. Parce que moi, il y a plein de femmes à qui je conseille telle plante en début de cycle, telle plante en fin de cycle. T'es ballonnée, tu sens ci et ça à l'ovulation, c'est normal. Et ça permet aussi de découvrir la multitude de symptômes parce qu'on parle des règles depuis toujours, mais en fait, la chose intéressante dans un cycle menstruel, c'est l'ovulation, c'est pas les règles. Les règles ne sont que la conséquence. Et il y a plein de femmes qui vivent un SPM. Il y en a qui vivent un TDPM. C'est un trouble dysphorique prémenstruel, c'est le SPM qui est accentué sur toute la partie émotionnelle et mentale. C'est grave, il y a quand même un gros pourcentage de risque de suicide dans ces cas-là. C'est un trouble qui est reconnu dans le DSM, qui fait partie des troubles psychologiques. Hein. Mais en fait, si on n'en parle pas, on sait pas. Et si on sait pas observer notre cycle, on sait pas que c'est toujours au même moment et que donc c'est pas une dépression, mais que c'est un TDPM lié au cycle. Il y a des femmes qui vivent très mal leur ovulation. Moi, avec l'endométriose, pendant des années, j'ai eu une ovulation plus douloureuse que les règles. Et encore aujourd'hui, j'ai plus aucune douleur de règles, j'ai plus aucun symptôme de l'endométriose, à part parfois de la congestion pendant l'ovulation et ce petit endopélie, là, le petit ventre un peu gonflé sur lequel je bosse activement en ce moment pour être enfin libérée de ça. Mais en fait, si on sait pas observer notre cycle, on peut pas comprendre certains troubles, certains symptômes, voire certaines maladies qui sont liées. Donc, c'est un pouvoir énorme. Et quand tu mets ça entre les mains des femmes, si elles en ont pas envie, je les embête pas avec ça.
Mais en fait, la plupart du temps, elles se saisissent du cadeau et elles se demandent mais pourquoi on m'a pas reconnecté à tout ça avant ? On revient au mot reconnexion. Et c'est une petite parenthèse, c'est d'autant plus intéressant quand on est en périménopause. Périménopause, enfin, on parle de la ménopause, mais la ménopause, c'est un jour, c'est le jour où ça fait à peu près 1 an qu'on n'a pas eu de règles. Transition. Mais en fait, c'est un cheminement, encore une fois. Et si on ne sait pas observer notre cycle à ce moment-là, on ne sait pas du tout où on est. Donc, soit on met sous silence, avec une contraception hormonale, et pour certaines femmes, c'est plus confortable et c'est OK. Soit dans ce cas-là, on apprend à observer son cycle pour savoir où on en est et comment accompagner, quoi. Et ça, on a un autoroute devant nous pour découvrir ces choses-là encore. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui sentent elles aussi qu'un changement les appelle, mais elles n'osent pas encore le faire ? Ouais. C'est pas simple parce que chacune en est à une étape différente de sa vie, mais moi, j'aime beaucoup l'idée de poser les choses. J'ai beaucoup besoin d'écrire, beaucoup besoin de mettre au clair. Je suis très orga, tu vois. Et dans ce cas-là, si elles sentent qu'il y a quelque chose, j'aime bien proposer l'exercice un peu de l'écriture intuitive, de noter tout ce qui les appelle, tout ce qui leur fait envie, pour, tu vois, mettre un peu les choses à plat. Et peut-être qu'elles vont pas du jour au lendemain devenir naturopathes et s'expatrier dans les vignes. Moi, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais peut-être qu'elles peuvent noter ce qui leur fait plaisir et certaines choses les appliquer déjà dans le quotidien. Avant de faire tout ce changement, moi, ma première chose, c'était de pouvoir redevenir maîtresse de mon temps. Et donc, ça a d'abord été ça, de me mettre à mon compte, avec les aides qu'on a en France, notamment l'ACRE, qui te permettent de lancer ton entreprise en étant sereine, en étant encore soutenue par Pôle emploi, ou qui s'appelle plus Pôle emploi d'ailleurs, l'Antiquité. France Travail. Et donc voilà, peut-être que ça peut passer par étapes comme ça. C'est bien de s'imaginer le rêve final, mais quelles sont les étapes pour y arriver ? Et j'aime bien cette idée qu'on voit beaucoup passer du dopamine menu. Peut-être tu as vu ça, où on liste, on peut faire des jolies petites pages sur son carnet, ou juste de lister les choses qui nous apportent de la dopamine, qui nous font plaisir. C'est un exercice que je donne beaucoup aux femmes que j'accompagne, qui sont toujours dans le quotidien, à foncer, gérer les gamins, le boulot, les machins, et où est ton plaisir d'être sur Terre, en fait ? Et quelles sont les choses qui te rechargent en énergie, qui te font du bien ? Parfois, c'est d'aller se promener dans la nature, parfois, c'est de faire un câlin à son animal de compagnie, parfois, c'est de faire un puzzle avec ses enfants, peu importe. Mais si on apprend à faire la liste des choses qui nous font du bien, déjà, on peut commencer à immiscer du changement, tu vois, petit à petit, sans passer par des parcours de dingue dont on entend souvent parler dans les podcasts, sur YouTube, mais qui, en fait, se font jamais en un jour et qui peuvent faire très peur. Avant d'être en haut de la montagne, il y a chaque petit pas, tu vois. Et je trouve ça dur de regarder le haut de la montagne et de se dire je veux aller là. Oui, mais quel est ton première nuit en refuge, tu vois, avant d'être tout en haut, quoi. Donc moi, c'est pas mal ça que je donne comme idée. Eh bien, on arrive à la fin de cette interview. Je voulais te remercier et te dire aussi que du coup, aujourd'hui, on a enregistré d'abord une interview dans ton podcast, puis dans le mien. Oui. En plus, on est habillés quasiment pareil, donc il y a vraiment beaucoup de fusion aujourd'hui, je trouve, entre nous deux. Moi, je me suis beaucoup retrouvée dans ce que tu dis, donc voilà, c'est marrant. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette interview, à la préparer. Avant de nous quitter, est-ce que tu aurais une image, un geste du coup au quotidien un peu simple comme tu disais, ou un moment qui résume pour toi tout ce que tu es allé chercher ? Ouais, je crois que c'est alors je vais te donner un peu un moment là en ce moment. Il fait très chaud comme tu l'as dit, et en ce moment du coup on donne le bain dehors à ma fille. On a une petite baignoire en zinc, on remplit avec l'eau du robinet, du tuyau d'arrosage. On lui donne un bain un peu frais au milieu de la nature, puis on va arroser notre potager, cueillir quelques mûres. Et je me dis mais en fait, même si l'entrepreneuriat c'est pas facile, même s'il y a énormément d'embûches, même s'il y a des doutes, même si machin, quand j'en viens à cette image, je me dis en fait voilà où je voulais être et voilà où je suis. Et ça fait du bien parfois de se retourner, de se dire tout ça vaut le coup. Ça doit être tellement agréable pour elle de prendre un bain comme ça dans la nature. Ouais. Elle c'est la reine, hein. Franchement, elle a peur d'aucun insecte, elle a peur d'aucun animal, elle est au milieu de la nature, elle cueille ses fleurs. Enfin, voilà, un petit bout de chou qui grandit en pleine nature. Et ouais, je crois que l'objectif, c'est comme si ça avait mis un petit point final. Le faire pour moi, c'était important, mais je te parle beaucoup de ce côté de transmission. Le faire aussi pour elle, c'est chouette. Donc cette image, tu vois, elle englobe tout, quoi. Trop bien. Merci beaucoup Marion. Merci à toi de m'avoir reçue, ça m'a énormément touchée. Tu as mis beaucoup de soin à préparer cette interview et merci de cette belle mise en lumière.